Une lune de Jupiter a des bouffées de chaleur. La NASA a-t-elle détecté des roches extraterrestres sur Mars? Gigantesque tranchée anti-flamme pour la tour numéro 2 à Starbase. L'ESA détaille ses ambitions sur la Lune. Le CNES vise la réutilisabilité totale de fusées. La station spatiale Vast franchit une étape importante. Lancement de la semaine. Je suis Christophe Paget pour Espace News et voici votre revue spatiale. Commençons la semaine en nous concentrant sur notre galaxie. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a envoyé une sonde appelée Juno en août 2011 pour étudier Jupiter et ses lunes. Je ne ferai pas un résumé de ce que Juno a fait depuis, mais je voulais seulement souligner un phénomène intéressant récemment observé par Juno sur l'une des lunes de Jupiter, Io. Io a toujours été connu pour être hautement volcanique, mais récemment, lors de 2 survols très rapprochés, Juno a détecté un point chaud volcanique dans l'hémisphère sud grâce à l'instrument Jovian Infrared Auroral Mapper, ou JIRAM en abrégé, géré par l'Institut d'astrophysique spatiale et de planétologie situé à Rome, en Italie. Selon les scientifiques, il s'agit de l'événement volcanique le plus puissant jamais enregistré sur le monde, le plus volcanique de notre système solaire, à tel point que l'événement a saturé les détecteurs sur plusieurs zones autour de l'hémisphère sud, avec des zones de lave plus de 5 fois plus grandes que l'éruption la plus élevée enregistrée précédemment à Io. Une éruption de cette ampleur laissera probablement des signatures durables. Juno profitera d'un prochain survol d'Io plus lointain, le 3 mars, pour examiner à nouveau le point chaud et rechercher des changements dans le paysage. Des observations terrestres de cette région de la Lune pourraient également être possibles. Depuis 2021, et après avoir parcouru 32 km autour de Mars, le véhicule Perseverance de la NASA vient de tomber sur une découverte la plus intrigante à ce jour. Après que la NASA ait amélioré les images reçues, nous pouvons clairement voir un objet de forme carrée parfaite, typiquement révélateur d'une origine artificielle. C'est tout à fait remarquable de voir un tel rocher si loin de chez soi. L'échantillon nommé montagne d'argent est désormais stocké en toute sécurité dans un tube en titane. La NASA a expliqué qu'il s'agissait de l'un des 26 échantillons qui seront collectés par une mission future visant à ramener ces objets précieux sur Terre pour analyse. Cet étrange rocher pourrait-il devenir la clé des plus grands secrets de Mars? Il faudra attendre au moins 10 ans avant d'obtenir une réponse. À Starbase, au site de production, la section arrière du Starship numéro 35 rejoint ses amis à l'intérieur de la Mega Bay pour son assemblage. C'est le vaisseau spatial qui sera utilisé pour l'essai en vol numéro 9. Un nouveau distributeur pèse pour installer les satellites Starlink à l'intérieur du Starship vient d'être construit. Il rejoint la nouvelle boîte blanche sur votre écran que nous verrons sûrement en action dans les semaines et mois à venir. À l'intérieur de la Star Factory, nous avons pu constater de nouveaux progrès sur les cônes avant des prochains vaisseaux spatiaux version 2. Voici une meilleure vue de l'avancée du système de déluge pour le support de lancement de la tour numéro 2. Sur le site de lancement, nous avons vu à peu près la même chose que les semaines dernières, à savoir des travaux sur la tour numéro 1 pour le prochain essai en vol, ainsi que sur la nouvelle tour numéro 2 et ses alentours. Grâce à nos collègues de la NASA Spaceflight, nous pouvons désormais voir l'avancée de la tranchée anti-flamme de la tour numéro 2 depuis les airs. SpaceX a creusé une très grande tranchée, n'est-ce pas? L'ESA a défini une stratégie au-delà de 2030, appelée feuille de route stratégique Terra Nova 2030+, avec l'ambition d'explorer l'orbite terrestre basse, la Lune et Mars avec des astronautes européens. Même si l'ESA a la grande ambition de faire allunir le premier astronaute européen sur la Lune avant 2030, un objectif quelque peu difficile à atteindre, elle concentrera ses efforts sur les capacités autonomes d'alunissage en coopération avec des partenaires internationaux.
L'équipage européen allunira effectivement sur la Lune via le programme Artemis dirigé par la NASA en utilisant la Lunar Gateway et le système d'alunissage humain de SpaceX. L'Europe apporterait alors son soutien en livrant des marchandises à la surface de la Lune. Pour y parvenir, l'ESA a sélectionné le module lunaire européen que vous pouvez voir sur le côté gauche de cette image, appelé Argonaut, dans le but principal d'amener sur la surface lunaire une combinaison de marchandises, de charges utiles scientifiques et de petits véhicules autonomes. L'ESA a indiqué qu'Argonaut offrirait à l'Europe un accès indépendant à la Lune avec des missions régulières prévues à partir des années 2030. Thales Alenia Space en Italie s'est vu confier très récemment la direction d'un consortium européen pour construire ce module polyvalent de descente lunaire. L'alunisseur sera lancé par une Ariane 6, comme on pouvait s'y attendre. Vous avez peut-être entendu parler sur cette chaîne du projet Callisto, dans lequel la JAXA, le DLR et le CNES travaillent sur un premier étage de fusée réutilisable d'ici fin 2027. Selon EuropeanSpaceflight.com, l'agence spatiale française CNES sollicite désormais l'industrie pour développer non seulement un deuxième étage réutilisable, mais aussi un tel étage pour fusées lourdes. En début de semaine, le CNES a publié son appel d'offres pour son projet démesuré, qui signifie démonstration étage supérieur réutilisable. Ils ont expliqué que le projet vise une fusée à 2 étages capable de transporter 20 tonnes en orbite terrestre basse, similaire à une Ariane 6. Toutefois, le démonstrateur sera de taille réduite, avec une approche progressive de développement du système. Il s'agit d'un autre démonstrateur montrant comment l'Europe accroît ses efforts pour rattraper la concurrence en rendant l'espace plus abordable et donc en stimulant l'économie spatiale. VAST a l'ambition de construire une station spatiale à usage privé, comme le tourisme spatial, et de soutenir les agences spatiales du monde entier avec un laboratoire spatial pour des expériences en microgravité sur mesure. VAST a déjà achevé la structure de son prototype Haven 1, il y a quelques semaines déjà, et l'a transféré vers son installation de test à Mojave, en Californie. Ils ont ensuite effectué des tests de pression à l'azote sec, simulant les forces de lancement à l'aide de 36 actionneurs hydrauliques. Les résultats de ces 64 jauges de contrainte de capteurs de pression et de température à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule ont conclu que la structure ne fuyait pas et que la résistance de la structure était démontrée. La prochaine étape consiste à travailler sur l'article volant avec la fabrication et les tests de la structure principale de vol d'ici juillet 2025, l'intégration du véhicule, y compris la fabrication et les tests des sous-systèmes d'ici décembre 2025, et la fin des tests environnementaux d'ici mars 2026, à temps pour le lancement du module Haven 1 après mai 2026. Donc VAST a fait de très bons progrès. Le 1er février, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 11-4. Le premier étage a volé pour la 17e fois et a atterri sur un drone ship. Le 2 février, Mitsubishi Heavy Industries a lancé une fusée H3-22 depuis le Japon pour sa mission Michibiki 6. Le 4 février, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 12-3. Le premier étage a volé pour sa 21e fois et a atterri sur un drone ship. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Worldview Legion 5 et 6. Le premier étage a volé pour sa 4e fois et a atterri de retour sur site. Le 5 février, les forces spatiales russes ont lancé une Soyouz 2.1V Volga depuis la Russie pour sa mission Cosmos 2581. En résumé, du 1er janvier au 6 février 2025, 26 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 17 provenaient d'une entreprise ou institution américaine, une du Japon et une de Russie. Je vous quitte cette semaine avec une photo du télescope spatial Hubble, du LEDA 132-905 et d'une supernova nommée SN 2022 ABVT, quel nom, située dans la constellation du Sculpteur,
à quelques 400 millions d'années-lumière de nous. Il est remarquable qu'à une distance si longue, ces télescopes soient encore capables de capter une lumière aussi faible. En fait, la supernova SN 2022 ABVT a explosé comme on peut s'attendre des supernovas et a été captée par le système d'alerte terminale d'impact terrestre d'astéroïdes, ou ATLAS en abrégé, conçu pour cibler les astéroïdes en direction de la Terre, et un mécanisme de détection des astéroïdes et le changement soudain de lumière, phénomène également vu lors des explosions de supernovas. Je suis sûr que vous conviendrez qu'il est important de suivre les astéroïdes, surtout s'ils se dirigent vers la Terre, mais pourquoi s'embêter à détecter les supernovas? Vous serez peut-être intéressé de savoir que les chercheurs utilisent le changement de lumière provoqué par de tels éclats de fusion nucléaire destructeurs de supernovas pour mesurer des distances précises par rapport à d'autres galaxies. Je ne sais pas pour vous, mais je me suis toujours demandé comment les scientifiques pouvaient savoir qu'une telle galaxie comme le LEDA 132-905 se trouvait à 400 millions d'années-lumière de nous. Et bien maintenant, on sait. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.